Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Facebook Live idées de Télérama de l'année. Des Facebook Live idées dans lesquels, comme vous le savez, nous recevons des chercheurs en sciences humaines, politiques ou sociales qui viennent nous aider à, au fond, décrypter ce grand théâtre du monde dont parlait Shakespeare et qui a parfois un scénario un peu confus. Donc je suis heureux de vous retrouver et comme vous savez, dans ce Facebook Live idées, vous pouvez bien entendu nous poser vos questions. Et aujourd'hui, ces questions, on sera heureux de les poser à François Vergnol de Chantal. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université Paris Diderot. Vous êtes co-directeur de la revue Politique américaine et auteur d'un essai remarquable sur l'histoire des relations entre les pouvoirs législatifs et exécutifs aux États-Unis, L'impossible présidence impériale aux éditions du CNRS. Aujourd'hui, nous allons parler des relations donc, entre la Maison-Blanche notamment et le Congrès, dont on sait qu'elles sont complexes et en ce moment tendues, avec un président Trump souvent considéré comme incontrôlable dans sa communication et un Congrès à majorité républicaine, mais peu disposé à lui dérouler le tapis rouge de l'autre côté. Pression, marchandage, manigance semblent définir les va-et-vient entre ces deux institutions majeures du système politique américain, comme dans la série House of Cards, dont beaucoup de nos lecteurs sont familiers. Mais avant d'en arriver là, peut-être un petit retour en arrière, un petit retour historique. Qu'est-ce que souhaitaient au fond les pères fondateurs des États-Unis en matière d'équilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif ? Alors effectivement, pour comprendre la manière dont se déroule le débat actuel, il faut remonter à ce que voulaient les pères fondateurs de la nation américaine et le projet constitutionnel qu'ils avaient pour ce nouveau pays qu'ils étaient en train de créer. Eh bien, les pères fondateurs avaient un objectif qui était très ambitieux, qui était de réconcilier les contraires, réconcilier ce qui n'était pas conciliable a priori à l'époque, c'est-à-dire un régime républicain, un régime qui répondait aux volontés du peuple et qui était soumis à la volonté du peuple, d'un côté, et en même temps, ils désiraient un régime qui soit stable. Un régime qui ne tombe pas dans le chaos, dans l'instabilité, dans les manipulations, ce qui était la façon dont les républiques étaient perçues à l'époque. On est à la fin du XVIIIe siècle, et le modèle républicain à l'époque, c'était le modèle des cités italiennes, des cités hollandaises, qui étaient effectivement faibles et instables. Donc, les pères fondateurs américains avaient un problème politique majeur qui était aussi un problème de philosophie politique. Comment créer une république stable ? Et pour ce faire, ils ont d'abord créé une assemblée très soumise aux volontés populaires, puisque l'assemblée en question est élue tous les 2 ans, c'est la Chambre des représentants, et le Congrès, Chambre des représentants plus Sénat, est censé être le premier des pouvoirs. L'ordre dans la Constitution est indicatif de l'importance du Congrès pour les pères fondateurs, dans la mesure où le Congrès est traité, décrit dans le tout premier article de la Constitution américaine, et ce tout premier article est également le plus long, le plus complet, le plus précis. Un Congrès donc qui est censé être central, conformément au modèle républicain, mais un Congrès qui n'est pas tout-puissant. Et c'est là que les pères fondateurs ont fait preuve d'un génie certain, c'est-à-dire qu'ils ont encadré ce pouvoir législatif d'un certain nombre de barrières. Et ces barrières, quelles sont-elles? Eh bien, vous avez déjà au sein du Congrès lui-même une première barrière, dans la mesure où le Congrès est divisé en 2 chambres, cette Chambre des représentants et le Sénat, qui sont calées sur des rythmes différents. C'est-à-dire que le Sénat est élu tous les 6 ans, le mandat des sénateurs est de 6 ans, alors que le mandat des représentants est de 2 ans. Donc il y avait cette idée que le Sénat pourrait pallier les excès de la Chambre des représentants, ralentir le rythme de la Chambre des représentants et apporter une dose de débat, le temps de la réflexion. C'était le rôle du Sénat tel que l'envisageaient les pères fondateurs. Autre barrière, bien sûr, le président. Le président, dans l'optique des pères fondateurs, a un rôle qui est en fait assez limité, qui est un rôle de garant en chef
de la Constitution, de la stabilité, de la nature républicaine du régime. C'est pour ça que Washington, d'ailleurs, le premier président, a été tellement valorisé aux yeux de l'opinion publique par ses actions. Et le président a ce pouvoir de veto qui lui permet de discipliner le Congrès et de dire que non, là, telle loi franchit la ligne rouge et qu'il n'est pas possible. C'est pour ça qu'il prête serment sur la Constitution. C'est pour ça qu'il prête serment, défenseur. exactement, et qu'il s'autoproclame garant, premier défenseur de la Constitution américaine. C'est exactement ça. C'est vraiment la mission principale que les pères fondateurs voulaient donner au président des États-Unis. Et puis, troisième barrière, c'est la Cour suprême. La Cour suprême qui a le pouvoir de contrôle, de constitutionnalité, même si le pouvoir tel que construit à la fin du XVIIIe siècle n'est pas le même que ce qu'il est devenu quelques années plus tard, il s'est renforcé, mais la Cour suprême a quand même un rôle pour contraindre, ou plutôt encadrer, le Congrès. Donc, vous avez ce congrès central avec un certain nombre de barrières. Et le risque, bien vu par les pères fondateurs, c'est que ces barrières se transforment justement en oligarchie, en aristocratie. C'est la grande crainte de l'époque. Si vous regardez les textes des opposants à la Constitution américaine, les antifédéralistes, comme on les appelait à l'époque, eh bien, ces antifédéralistes sont obsédés par une chose qui est cette nouvelle Constitution va créer une aristocratie nationale. On n'en veut surtout pas. On vient de se débarrasser de la monarchie anglaise. Pourquoi recréer une aristocratie ? Et donc le danger était clair, était identifié par tous, et la réponse des pères fondateurs, les fédéralistes, consistait à dire que toute la Constitution reposait sur un principe de checks and balances, qui est le principe philosophique au cœur de la Constitution américaine, et au terme duquel aucun pouvoir ne peut empiéter sur les autres, ou plus précisément, chaque pouvoir a la capacité de bloquer les autres. D'accord. On pourrait regarder plus précisément comment, mais le veto est l'exemple le plus évident. Et la formule en elle-même est extrêmement claire. La formule indique bien comment ça fonctionne, puisque check en anglais, ça signifie bloquer, et balance, ça signifie équilibrer. Donc les checks sont les moyens pour aboutir à un résultat qui est l'équilibre constitutionnel. Alors c'était très important de rappeler tout ce cadre dans lequel finalement ce cadre émis il y a plus de 200 ans et 1787-88 et qui fonctionne toujours relativement bien avec quelques améliorations tout au long du temps. Pour autant, on a peut-être le sentiment, à tort, notamment vu d'ici en Europe, que après une période pendant laquelle le Congrès avait le premier rôle, la primeur, la primauté, il semblerait que les choses se soient légèrement renversées et qu'aujourd'hui, quand on voit le président des États-Unis, on a l'impression que c'est l'homme le plus puissant du monde et qu'il a une surpuissance par rapport aux autres institutions américaines. On se trompe ? La configuration du système a effectivement profondément évolué et on pourrait même parler de l'existence de deux régimes politiques américains dans le même cadre constitutionnel en opposant schématiquement un régime, alors le terme n'est pas très beau en français, un régime congressionnel, ça vient directement de l'anglais, pour désigner un régime où le Congrès était tout puissant au XIXe siècle, conformément à ce que voulaient les pères fondateurs. Et puis un régime présidentiel, qui est le régime du XXe siècle, créé au XXe siècle, et qui est bien entendu le régime que nous connaissons actuellement. Alors ce changement de régime, il s'est opéré graduellement au début du XXe siècle, mais il y a un moment qui a tout fait basculer, c'est la présidence Roosevelt, le New Deal et les années 30. Roosevelt, pour faire simple, a transformé la présidence américaine et en a fait une véritable institution dotée d'une bureaucratie qui lui est propre et dotée de pouvoirs administratifs qui lui permettent de lancer des propositions politiques. Donc cette institution recréée par Franklin Roosevelt, eh bien, elle cesse d'être purement un pouvoir constitutionnel. Elle devient véritablement un moteur du gouvernement américain.
Avec une administration, avec une administration, avec le cœur de cette bureaucratie, là aussi c'est un anglicisme, le cœur de cette bureaucratie étant le bureau exécutif du président, Executive Office of the President, qui a été créé en 1939, qui formalise le Brain Trust de Roosevelt de 1932-1933 et qui rassemble des centaines de conseillers au sein de différentes officines sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez un peu plus tard. Mais l'élément à retenir est le fait que c'est Roosevelt qui crée la présidence moderne, qui construit la présidence moderne, et que depuis Roosevelt, le rythme de la vie politique américaine a changé, est devenu celui que nous connaissons, c'est-à-dire un président qui lance des initiatives et un Congrès qui réagit aux initiatives présidentielles. C'est la mélodie de la vie politique américaine que nous connaissons. Cela étant, pour continuer à répondre à votre question, un Congrès réactif n'est pas un Congrès impuissant. Et c'est vrai qu'il y a une illusion d'optique, surtout forte en Europe, qui consiste à dire que le président américain peut absolument tout faire, c'est l'homme le plus puissant du monde, il est à la tête de l'armée la plus puissante du monde, et c'est vrai que ses pouvoirs en politique étrangère sont quasiment sans limite. La Cour suprême a tenté d'en imposer, mais a très vite reculé. Le Congrès a fait adopter une résolution au début des années 70 pour encadrer ce pouvoir militaire du président. Mais on va dire, là aussi, pour simplifier, que le président a vraiment une attitude d'action extrêmement large. D'où l'impression qu'en Europe, le président américain soit si fort. En revanche, si vous regardez ce qui se passe sur la scène intérieure américaine, eh bien, le président est en fait faible. Et puisque nous sommes en France, le président américain est beaucoup plus faible que son homologue français. Le président américain doit négocier pied à pied pour des choses aussi évidentes pour nous que le budget national, ou bien également les nominations au sein de son équipe, de son administration. Ce sont des enjeux qui sont très forts aux États-Unis et qui sont quasiment invisibles en France. Enfin, Macron n'a pas été contesté dans ses nominations. Macron va faire adopter son budget sans aucune difficulté. Faites la comparaison immédiatement avec Donald Trump. Donald Trump a envoyé à l'hiver, donc janvier et février, il a envoyé les éléments de sa proposition de budget au Congrès. Les leaders républicains au Congrès ont dit dès le départ que ce projet de budget n'irait nulle part et qu'ils allaient complètement le reprendre. Parce que la Constitution américaine garantit que la Chambre des représentants ait le dernier mot sur le budget national. De même, je parlais des nominations. L'état des nominations de l'administration Trump est absolument catastrophique. On en parle très très peu en Europe. C'est pourtant un enjeu crucial. Trump n'a eu qu'un succès avec la nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. L'administration est en fait squelettique, puisque tous les grands fonctionnaires, la plupart des ambassadeurs sont bloqués au Congrès. Le Congrès ne veut pas les ratifier pour des raisons diverses et variées, spécifiques généralement à la nomination. Mais si on veut simplement garder l'image générale, ce qu'on voit, c'est un président Trump républicain qui n'est pas capable de faire adopter par les républicains du Congrès ces nominations. C'est une interrogation d'ailleurs que Jérôme, un internaute, se pose. Il pose la question ainsi: en fait, il y a des chances, ou y a-t-il des chances que Trump ne puisse pas grand-chose pendant son mandat? J'en veux pour preuve peut-être un article du Washington Post ce matin qui faisait état de plusieurs tweets d'hier, je crois, de Donald Trump, dans lesquels Donald Trump se plaignait auprès de la majorité républicaine du Congrès de l'absence d'avancée, notamment sur le terrain du budget, et la perspective qui commence à se rapprocher maintenant beaucoup, qu'il y ait
un de ces fameux blocages du paiement, notamment Oui. des fonctionnaires américains, tout simplement, oui. qui se reproduit quand même assez régulièrement à cause de cette attitude du Congrès que vous veniez d'exprimer. Oui. Et là, on sent la colère qui monte. Donc d'un côté, un président qui tweet pour dire que ça ne va pas du tout dans la manière dont ils accompagnent son action, et vous dites un Congrès qui dit c'est nous qui décidons et qui avons le mot final. Vous savez, la multiplication des tweets, c'est ni plus ni moins qu'un appel à l'opinion publique. Un président américain qui fait un appel à l'opinion publique est un président qui est en position de faiblesse par rapport à ce Congrès. Donc plus Trump tweet, plus sa faiblesse par rapport au Congrès, sa faiblesse institutionnelle et politique devient évidente. C'est un symptôme, si vous voulez. Le Congrès a effectivement... Alors, je ne sais pas si je dois répondre à la question de votre internaute. Oui, est-ce qu'il est possible que les choses perdurent finalement et que ça continue sur ce terrain-là et qu'on ait un président qui soit, j'allais dire, à vif dans sa communication, mais qui en réalité soit complètement empêché dans son activité, dans ses actions? Je dirais qu'à 8 mois du début du mandat, donc à 3 ans et demi quasiment de la fin du mandat. Voilà, il y a un risque, à mon avis, il y a un risque effectivement évident que l'administration Trump ait un bilan législatif très faible. En revanche, si le bilan législatif peut être en retrait, peut être limité, il est toujours possible au président de gouverner par le biais d'ordres administratifs, ce qu'on appelle aux États-Unis executive orders. Et ces décrets, en fait, c'est l'équivalent des décrets dans notre ordre juridique, eh bien, ces décrets peuvent permettre de faire beaucoup de choses. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sous la présidence Obama, sous la présidence Clinton, et même sous la présidence Bush à la fin, 2006-2008, quand il avait un congrès démocrate face à lui, eh bien, le président accomplit des réformes par le biais de ces executive orders, et qui peuvent être des réformes très importantes. Beaucoup de grandes décisions sont prises par ces executive orders. Et là, le Congrès est un petit peu dépourvu, car il faut que le Congrès rassemble une majorité extraordinaire de 2/3 de ses membres, étant donné l'indisciplinité. L'indiscipline. Un anglicisme, je m'excuse. L'indiscipline notoire des membres du Congrès, il est très difficile de rassembler cette majorité extraordinaire. Donc, les membres du Congrès sont, sur ce point, en position de faiblesse. Et le président peut faire adopter un certain nombre de choses. Cela étant, tous les décrets présidentiels reposent simplement sur la signature d'un président et peuvent être annulés par la signature d'un autre président. Donc, les décrets présidentiels sont un outil très utile, un outil tactique très utile, mais c'est également un outil très fragile. Pas forcément durable. Pas forcément durable. D'accord. Alors, avec Trump, on se retrouve dans une situation qui, par ailleurs, pour le check and balance est particulièrement étrange, qui est qu'au fond, après 8 mois de mandat, il entretient déjà une relation quasiment exécrable avec la plupart des institutions américaines. Son propre parti, une partie de son cabinet, si l'on en croit les fuites. Un président aussi isolé, après 8 mois, c'est quelque chose d'inédit aux États-Unis? Alors, si on se tourne vers l'histoire américaine, non, ce n'est pas inédit, dans la mesure où vous avez eu au XIXe siècle des présidents qui ont été extrêmement impopulaires, extrêmement isolés et qui n'ont pas pu mener leur programme. Les internautes qui s'intéressent à l'histoire pourront vérifier donc, ce qui est arrivé à un John Tyler au début des années 1840, également Andrew Johnson après la guerre de sécession, mais bon, c'était une période particulièrement turbulente. Donc l'histoire pousserait à répondre oui. En revanche, si vous faites attention à la période contemporaine, alors là je pense que la situation de Trump est vraiment unique, et unique en particulier parce que Trump s'est créé lui-même des problèmes.
par ces déclarations intempestives qui ont leur logique politique qu'on peut facilement identifier, mais qui sont très coûteuses en termes... Oui. Alors justement, coûteuses en termes d'accomplissement législatif. La tactique, qu'est-ce que c'est cette tactique présidentielle? Eh bien, cette tactique présidentielle, c'est en fait de se comporter un petit peu comme il le faisait quand il présentait cette émission à la télé, The Apprentice, c'est-à-dire en multipliant les déclarations outrées, en faisant des chocs, en envoyant des messages forts, et finalement en disant « You're fired ». Hein, je vous renvoie à ce qui était le motto de l'émission en question, The Apprentice. Bon. Et c'est une tactique qui, auprès de sa base, auprès de ses électeurs, a son avantage, puisque ces électeurs, en fait, je pense que ce qu'ils recherchent, ce qu'ils voient dans Donald Trump, c'est un personnage authentique, un personnage qui est vrai, vulgaire, mais vrai, qui ne se compromet pas avec la bien-pensance de Washington, avec toutes les compromissions qu'il peut y avoir auprès du Congrès, auprès des élites, auprès des médias. Quelqu'un qui, en fait, assume ce qu'il est. Et je crois que cette notion d'authenticité, elle est vraiment extrêmement forte pour comprendre la popularité de Donald Trump auprès de ses électeurs. Et puis, plus cyniquement, cette tactique de la surenchère, de la déclaration vulgaire, ça efface les scandales. Après Charlottesville, on n'a plus parlé des enquêtes sur la Russie, qui sont quand même quelque chose de majeur. Bien sûr. Hein. Donc on peut imaginer que cette tactique a sa cohérence, a sa logique. Mais elle est, comme je le disais, extrêmement coûteuse. Elle est coûteuse, pourquoi? Eh bien parce qu'elle ne permet pas d'avoir une relation de confiance et une relation de travail efficace avec les majorités républicaines au Congrès. Et il faut bien voir, là aussi, il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre la situation actuelle, mais il faut bien voir que pendant la campagne 2015-2016, Trump s'est positionné contre toutes les élites du Parti républicain. Il en a fait d'ailleurs l'essentiel de sa campagne. Et ce positionnement lui a coûté cher dans la mesure où très peu de membres de l'élite républicaine se sont déclarés ouvertement en sa faveur. Et donc, en dépit de cette tactique, il a réussi à être désigné, puisque ça a plu à la base républicaine. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, le problème est devenu comment créer une relation de confiance, une relation de travail, avec les majorités républicaines du Congrès, qui sont le cœur de cette élite républicaine que Trump a méprisée pendant quasiment 2 ans, le temps de la campagne. Alors, les républicains au Congrès ont fait preuve d'un certain cynisme, on pourrait dire, en jouant le jeu des institutions américaines, en jouant le jeu de la collaboration, et ils ont essayé de se montrer ouverts avec l'administration Trump. Se montrer ouvert comment? Eh bien, par exemple, à propos des nominations, il y a eu une réforme du processus de nomination au Congrès au printemps 2017 qui a permis justement à Neil Gorsuch d'être nommé à la Cour suprême. D'accord. Par ailleurs, les membres républicains du Congrès, comme Mitch McConnell, qui est le leader de la majorité au Sénat, eh bien, ils ont fait tout leur possible pour essayer de faire passer la réforme de Trumpcare, qui remet en cause, qui tuait le Obamacare. Voilà, c'est ça. Et ils ont, pour ce faire, ils ont manipuler, voire malmener la procédure régulière, c'est-à-dire que la loi, par exemple, n'a pas été étudiée avec des auditions au Congrès. Il n'y a eu absolument aucun hearings pour étudier la proposition législative. Et Mitch McConnell s'est précipité pour que la loi soit présentée devant le Sénat et qu'il y ait un vote. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Dernier exemple qui me vient à l'esprit, après Charlottesville, justement, tous les leaders républicains se sont décriés, ont expliqué qu'il y avait un véritable problème, ou bien ils ont essayé d'éviter de trop prendre position.
Et puis, ce qui m'a frappé, moi, c'est que justement, personne n'a proposé de lancer une audition au Congrès pour savoir exactement ce qui s'était passé à Charlottesville. Donc là aussi, vous voyez, ce sont des signes qui vont dans le sens de l'administration pour essayer de ménager l'administration et espérer que le président va collaborer avec eux dans la mesure où c'est le président qui signe les lois, c'est le président qui a un veto. Donc les républicains au Congrès, s'ils veulent faire passer leur agenda, doivent à tout prix ménager le président. D'accord. Jusqu'à présent, le président n'a pas répondu à leurs attentes. Alors, il n'a pas répondu, sauf, j'allais dire, presque par Twitter. C'est son mode de communication. Charlotte nous demande, est-ce que l'activité de Donald Trump sur Twitter peut être compatible avec sa posture présidentielle? C'est-à-dire, non seulement, j'imagine, s'adresser directement à son électorat le plus populaire est quelque chose qui est possible, sans passer même par la censure de ses propres conseillers, mais est-ce que ça n'est pas risqué au point un jour de lui coûter très très cher, notamment dans le cadre des événements qui se sont passés à Charlottesville? C'est évidemment très risqué. Évidemment très risqué, et ça renoue avec ce qu'on disait, c'est-à-dire cette tactique de Trump qui consiste à mobiliser sa base en prouvant son authenticité, en fait, qu'il n'est pas parti du marigot washingtonien. Mais il y a des risques sérieux. Vous parliez de Charlottesville. Trump a relayé une vieille histoire erronée sur le général Pershing, qui est, comme tout le monde le sait, qui est le général qui a commandé le détachement américain en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. Eh bien, Pershing est également quelqu'un qui a maté une rébellion aux Philippines quand les Américains ont mis la main sur les Philippines. Et cette rébellion a été matée effectivement dans le sang et une légende court sur le fait que Pershing aurait fait tremper les balles qu'il a utilisées pour tuer un certain nombre de rebelles dans du sang de porc afin de les humilier, puisque ces rebelles étaient musulmans. Voilà. Il suffit d'ouvrir la page Wikipédia de Pershing pour savoir qu'en fait c'est une légende, c'est erroné. Bon. Donc évidemment, quand on voit que Trump relaie ces légendes sans faire attention à ce qu'il écrit, le coût peut être extrêmement élevé. Les gaffes sont à prévoir pour la suite. On va venir à une nouvelle question d'Arthur, mais entre-temps, un président qui prend le risque, dans ses tweets et dans sa communication, de diviser à ce point le pays, c'est-à-dire de souffler sur des braises qui ne sont jamais totalement éteintes, notamment celle de la Civil War, qu'on appelle la guerre de sécession. C'est quand même un peu nouveau. Il me semble me souvenir des discours, même de présidents qui n'ont pas fait l'unanimité, comme George Bush ou même Bill Clinton d'ailleurs avant lui, dont un des passe-temps favoris était quand même de faire croire ou de faire penser qu'ils étaient d'abord et avant tout les gardiens d'une unité de l'esprit américain autour des grands symboles, des grands piliers de la démocratie américaine que sont les élections, la liberté individuelle, voire la croyance en Dieu, la foi religieuse. Là, on a l'impression que lui prend un malin plaisir à, au contraire, attiser des tensions. Le contraste, vous avez tout à fait raison, je souscris entièrement à ce que vous avez dit. Le contraste est d'autant plus frappant avec Barack Obama. Barack Obama qui a passé 8 ans à se présenter comme le grand unificateur de la nation et qui n'a jamais voulu être perçu comme le président, entre guillemets, de la communauté noire. Il a vraiment joué la carte de l'unité nationale, ce qui a été reproché par la dite communauté noire. Enfin bon, bref, il y a un autre débat, mais le contraste entre Barack Obama et Trump est absolument abyssal, extraordinaire.
Cela étant, vous pouvez trouver d'autres présidents qui ont été peut-être moins dans la rhétorique de l'unification. Oui. Je pense en particulier à Nixon, ça lui a été reproché. Nixon en 68 qui a fait une campagne très populiste, qui reprenait des éléments de la campagne de George Wallace, qui était le candidat sudiste, et qui jouait avec cette idée du ressentiment racial, des Blancs, qui seraient, d'après Nixon, les grandes victimes des progrès en termes de civil rights enregistrés pendant les années 60. Alors, Nixon a changé de fusil d'épaule quand il est arrivé à la présidence, mais il y a toujours eu ce soupçon qui a pesé sur lui d'être quelqu'un qui jouait des divisions raciales. Je dirais également que Reagan n'a pas été à l'abri. Reagan aussi qui jouait volontiers cette carte pendant ses campagnes, quand il dénonçait les assistés des programmes sociaux, etc. Mais là aussi, Reagan s'est très rapidement repositionné dans une fonction plus nationale. De là à traiter comme pratiquement des équivalences le comportement de néo-nazis et le comportement de... Mais voilà, c'est exactement ça. Avec Donald Trump, on est quand même beaucoup plus loin. L'équivalence morale que vous citiez entre les groupes nazis et les groupes antifa, gauchistes, c'est absolument choquant, bien entendu. Trump brise absolument tous les codes de la société américaine. Et alors déjà, pendant la campagne, il a défié toutes les lois de la gravité politique, si vous voulez. Vous vous souvenez que personne ne pensait que Trump pouvait être choisi par le Parti républicain et, a fortiori, élu président. Et tout le monde s'est trompé. Donc moi, ce que je retiens de l'administration Trump, c'est que tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tout est possible, y compris, demande Arthur, cette virulence, voire le racisme de Donald Trump, entraîne-t-il, par effet de conséquence, une droitisation de la société américaine? Ou est-ce que c'est le contraire qui se passe? La société américaine est une société qui est très à droite. Très à droite, oui. Je peux vous faire part simplement d'impressions personnelles. Enfin, les médias, les journaux télévisés aux États-Unis reprennent volontiers un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes très conservateurs. Quelque chose qui, moi, m'a toujours surpris dans la mesure où on entend les républicains dire que les médias sont à gauche. Moi, venant d'Europe, venant de France, habitué au JT de 20h, c'est pas vraiment l'impression que j'ai eue. Mais je suis peut-être un petit peu biaisé là-dessus. Bref. La société américaine est une société de centre droit et une société qui a également les blessures raciales que l'on connaît, qui sont toujours à vif et qui peuvent effectivement remonter, se rouvrir très facilement. Alors de là à penser qu'il pourrait y avoir un renouveau du racisme, de la violence raciale. Très honnêtement, je n'y crois pas, je dirais non. Ce qui est, hélas, relativement prévisible, c'est ce qu'on a vu par exemple en 2015, ce jeune homme qui a tué 9 Noirs en Caroline du Nord, me semble-t-il, dans une église, voilà, oui, donc des horreurs de ce genre sont, hélas, prévisibles, au vu justement de l'attitude du président. Mais un mouvement plus ample, non, très honnêtement, je n'y crois pas du tout. Le racisme est un tabou absolu de la société américaine. Et les années 60, le mouvement des droits civiques ont balayé, enterré le racisme officiel, politique, qui existait jusqu'alors. Donc pas de retour des organisations qu'on a pu connaître, y compris parfois violentes, dans ces années-là, les années 60 notamment, entre différentes communautés. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. On s'approche de la fin de cet entretien. On a envie de demander, toujours dans cette question du rapport entre le législatif et l'exécutif, est-ce que, au fond,
Si ça allait encore plus loin, s'il poussait le bouchon encore plus loin, il a quand même un pouvoir, notamment sur les armées, important. Est-ce que les institutions américaines aujourd'hui, et notamment le Congrès, sont suffisamment fortes et solides pour protéger le pays contre un président qui déraillerait? On ne va pas faire de la politique fiction, mais enfin, si ça allait trop loin. Hors communication, j'allais dire. Oui, parce qu'effectivement, la communication présidentielle par Twitter a déjà déraillé. Écoutez, moi j'aurais tendance à dire, à avoir une autre leçon de la présidence Trump, là, 8 mois après son arrivée, c'est de dire que le système marche. Le système institutionnel des checks and balances fonctionne. On a vu un président dont les décrets anti-immigration ont été bloqués immédiatement par les cours fédérales. On a vu un président, on voit un président qui est incapable de négocier avec le Congrès et de faire passer ses objectifs législatifs. On voit un président qui est décrié par l'opinion publique. Les manifestations contre l'administration Trump sont quasi permanentes. Oui. Enfin, des petits rassemblements, hein, des fois avec quelques blessés, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe. Par ailleurs, pour conclure sur ce point, l'année prochaine, il y a des élections au Congrès. Et l'élection d'un Congrès qui serait démocrate, ça serait le clou final dans le cercueil de cette jeune administration de Trump. Trump serait vraiment marginalisé et ne pourrait plus fonctionner que grâce à ces outils administratifs dont je vous parlais, qui sont certes utiles, mais éminemment fragiles. Vous le voyez terminer son mandat ? Alors, pour l'empêcher de le terminer, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait comme... tout le discours, tout ce qu'on lit actuellement sur l'impeachment, sur la démission spontanée de Trump, me paraît un petit peu exagéré. On ne devient pas président des États-Unis par hasard. Les campagnes présidentielles se préparent 2 ans à l'avance. Donc, quand même pas, je n'imagine pas, mais je ne suis pas dans sa tête, je n'imagine pas une démission soudaine, et j'imagine encore moins un impeachment. L'impeachment est une arme extrêmement lourde qui n'a été utilisée que 3 fois dans l'histoire américaine et a échoué à chaque fois. Le Congrès étant républicain, il est parfaitement impossible qu'un Congrès républicain lance une procédure d'impeachment contre le président Trump. Les astres ne sont pas alignés pour un impeachment. Les astres ne sont pas alignés, même pour Nixon, le Watergate quand même, même pour Nixon, l'impeachment était un impeachment mené par un Congrès démocrate. François Vergniaud-Le-Chantal, je vous remercie infiniment pour ces éclairages qui sont vraiment très importants parce que les États-Unis étant toujours dans l'actualité, on a l'impression de tout savoir déjà, ou en tout cas d'en savoir suffisamment, et je pense que c'est très très important qu'on ait cette profondeur historique et sociale sur les États-Unis pour mieux comprendre ce qui se passe. On fera peut-être d'ailleurs encore appel à vous si les événements venaient à se changer, si vous en êtes d'accord. Je vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés pendant cette grosse demi-heure et on se retrouve bientôt pour un nouveau Facebook Live ID. Bonne journée, messieurs. Merci. Au revoir.